Les lumières tamisées de la salle de réception de Technova Solutions créaient une atmosphère feutrée ce soir-là. L'événement annuel de l'entreprise battait son plein, et le murmure des conversations se mêlait au tintement discret des verres de champagne. Mireille Valois se tenait près du buffet, un sourire naturel illuminant son visage, alors qu'elle écoutait son collègue Thomas Dubois lui raconter ses dernières aventures de voyage. « Et alors, tu aurais dû voir la tête du guide quand j'ai essayé de commander un café au lait en italien ?» riait Thomas, gesticulant avec animation. « J'ai dit latte di café au lieu de café latte. Il m'a regardé comme si j'étais fou. » Mireille éclata de rire, une mélodie cristalline qui résonna dans son coin de la salle. À 32 ans, elle possédait cette beauté discrète qui ne cherchait jamais à attirer l'attention. Ses cheveux châtains étaient simplement noués en un chignon bas, et sa robe noire sobre mettait en valeur sa silhouette élancée sans ostentation. 8 années durant, elle avait été l'assistante parfaite, efficace, fiable, invisible. « Thomas, tu es incorrigible !» dit-elle en secouant la tête, amusée. « Comment fais-tu pour survivre à tous ces voyages d'affaires avec ton niveau d'italien ?»« Le charme français, évidemment, » répondit-il avec un clin d'œil. Et puis les gestes parlent toutes les langues. Leur conversation coulait naturellement, sans tension ni arrière-pensée. Thomas était marié depuis 10 ans à une femme qu'il adorait, et Mireille appréciait cette amitié simple et sincère qu'ils avaient développée au fil des projets communs. C'était rare dans cette entreprise où les relations étaient souvent teintées d'ambition et de calcul. À l'autre bout de la salle, Dorian Lemaire observait la scène depuis sa table VIP. À 40 ans, le PDG de Technova incarnait l'excellence française dans le domaine de la technologie. Son costume sur mesure de chez Charvet épousait parfaitement sa silhouette athlétique et ses cheveux poivre et sel étaient impeccablement coiffés. Ses yeux gris acier, habituellement froids et calculateurs, trahissaient ce soir une émotion qu'il s'efforçait de maîtriser. Il regardait Mireille rire aux éclats et quelque chose se serrait dans sa poitrine. Depuis quand ne l'avait-il pas vue aussi détendue, aussi radieuse? Depuis quand ne l'avait-il pas vraiment regardée? 8 années qu'elle travaillait pour lui, 8 années à organiser sa vie, à anticiper ses besoins, à être présente sans jamais être intrusive. Elle connaissait ses habitudes mieux que lui-même. Elle savait qu'il préférait son café sans sucre à 7h30 précise, qu'il avait besoin de 15 minutes de silence après chaque réunion difficile, qu'il détestait les cravates rouges, mais n'osait jamais le dire ouvertement. Mireille était devenue une extension de lui-même, si naturellement intégrée à son quotidien qu'il avait oublié qu'elle existait en tant que femme. Ce soir, en la voyant sourire à un autre homme, cette évidence le frappait avec la violence d'un coup de poing. Thomas posa sa main sur l'épaule de Mireille pour ponctuer une anecdote particulièrement drôle, un geste innocent, amical, qui fit bondir Dorian de sa chaise comme si on l'avait électrocuté. « Excusez-moi » marmonna-t-il à ses invités, laissant sa phrase en suspens. Il traversa la salle à grandes enjambées, slalomant entre les groupes de convives, sans un regard pour les salutations qu'on lui adressait au passage. Son cœur battait si fort qu'il craignait qu'on l'entende. Qu'est-ce qui lui prenait? Pourquoi cette urgence soudaine, cette panique à l'idée que Mireille puisse appartenir à quelqu'un d'autre? Quand il arriva à leur hauteur, Thomas et Mireille se turent instantanément. L'atmosphère changea du tout au tout, comme si la température avait chuté de plusieurs degrés. « Monsieur le maire », balbutia Thomas, visiblement impressionné par l'apparition soudaine de son patron. Mais Dorian ne lui accorda pas un regard. Ses yeux gris étaient rivés sur Mireille, qui le fixait avec surprise. Le temps sembla suspendu. Autour d'eux, les conversations continuaient, mais ils étaient dans une bulle, isolés du reste du monde. Mireille sentit son souffle se couper. Jamais elle n'avait vu Dorian avec cette expression. Ses traits habituellement maîtrisés étaient tendus, presque vulnérables. Ses mains, toujours si assurées, tremblaient légèrement. « Mireille » dit-il d'une voix rauque, qu'elle ne lui connaissait pas. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. Quelque chose dans le regard de Dorian l'empêchait de respirer normalement. C'était comme s'il la voyait pour la première fois, comme s'il découvrait son existence après toutes ces années. Thomas toussota discrètement, gêné par la tension palpable qui s'installait entre son patron et son ami. Il murmura une excuse et s'éloigna précipitamment, laissant Mireille et Dorian face à face. Autour d'eux, quelques invités commençaient à remarquer l'étrange manège de leur PDG. Les murmures s'atténuèrent progressivement et bientôt, un cercle de silence se forma autour d'eux. Dorian s'approcha d'un pas puis d'un autre. Mireille recula instinctivement, mais son dos heurta la table du buffet. Elle était piégée, le cœur battant à tout rompre. « Monsieur le maire, commença-t-elle,
mais il leva la main pour l'interrompre. « Ne dis rien, murmura-t-il, si près maintenant qu'elle pouvait sentir son eau de Cologne discrète. J'ai quelque chose à te dire, quelque chose que j'aurais dû dire il y a longtemps. » Le silence dans la salle était maintenant total. Même les serveurs avaient cessé de circuler, intrigués par cette scène qui se jouait sous leurs yeux. Dorian prit une inspiration profonde, comme s'il s'apprêtait à plonger dans le vide. Ses yeux ne quittaient pas ceux de Mireille, qui le regardait avec un mélange de confusion et d'appréhension. Alors, d'une voix claire et ferme qui porta dans tout l'espace, il prononça les 3 mots qui allaient tout changer. « Je t'aime ». Le silence qui suivit fut assourdissant. Mireille sentit le sol se dérober sous ses pieds. Thomas, qui était revenu discrètement récupérer son verre, faillit le laisser tomber. Les invités échangèrent des regards stupéfaits, n'osant croire ce qu'ils venèrent d'entendre. Dorian Lemaire, l'homme le plus puissant de l'entreprise, celui qui ne montrait jamais ses émotions, venait de déclarer publiquement son amour à son assistante. Mireille ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Ses joues s'empourprèrent violemment, tandis que les larmes lui montaient aux yeux. Elle qui avait rêvé de ces mots pendant des années, elle qui s'était endormie tant de nuits en imaginant ce moment, elle se retrouvait maintenant paralysée par l'émotion et l'incompréhension. Pourquoi maintenant? Pourquoi devant tout le monde? Pourquoi avec cette intensité soudaine qui ne lui ressemblait pas? Dorian attendait, le souffle court, ses yeux suppliant une réponse qu'elle n'arrivait pas à formuler. Autour d'eux, le temps semblait figé, et chaque seconde qui passait rendait la situation plus irréelle encore. Les secondes s'étiraient comme des heures. Mireille sentait le poids de tous les regards posés sur elle, chaque murmure étouffé, résonnant dans ses oreilles comme un coup de tonnerre. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il n'explose dans sa poitrine. « Je ne comprends pas », balbutia-t-elle enfin, sa voix à peine audible. Dorian ne bougeait pas, ses yeux gris toujours rivés sur elle avec cette intensité bouleversante. Il semblait attendre qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi, pour briser ce silence oppressant qui s'était abattu sur la salle. « Mireille !» répéta-t-il, mais cette fois son nom sonnait différemment dans sa bouche, comme une prière, comme un aveu. Elle secoua la tête, reculant encore jusqu'à ce que la nappe blanche du buffet froisse sous ses mains tremblantes. « Non, non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Pas maintenant, pas comme ça. » Un murmure parcourut l'assemblée. Quelques invités sortaient discrètement leur téléphone, et Mireille réalisa avec horreur que cette scène était en train d'être immortalisée. Demain matin, tout Paris saurait que Dorian Lemaire avait déclaré son amour à son assistante devant 300 personnes. « Excusez-moi », murmura-t-elle en se faufilant sur le côté pour échapper à l'étau qui se refermait sur elle. Mais Dorian tendit le bras pour l'arrêter. « Attends, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. »« M'expliquer quoi ?» explosa-t-elle, sa voix montant d'un cran malgré elle. « 8 ans. 8 ans que je travaille pour vous, que je vous regarde partir chaque soir avec vos rendez-vous mondains, vos dîners d'affaires, vos conquêtes d'un soir. 8 ans que je range votre bureau, que j'organise votre vie, que je suis invisible à vos yeux. » Les larmes qu'elle retenait depuis le début coulaient maintenant librement sur ses joues. Dorian fit un pas vers elle, mais elle leva la main pour l'arrêter. « Et maintenant que vous me voyez rire avec un collègue, maintenant que pour une fois quelqu'un me regarde comme si j'existais, vous débarquez et vous... Elle ne pouvait pas terminer sa phrase. Les mots s'étranglaient dans sa gorge, mélange de rage, de douleur et d'amour inavoué qui la déchirait de l'intérieur. Dorian sembla soudain réaliser l'ampleur de ce qu'il venait de faire. Son regard balaya la foule de visages qui les observaient, certains avec curiosité, d'autres avec un malin plaisir évident. Il passa une main dans ses cheveux, geste qu'elle ne lui avait jamais vu faire en public. « Mireille, ce n'est pas... Je n'ai jamais voulu... »« Vous n'avez jamais voulu quoi ?» l'interrompit-elle, sa voix désormais ferme malgré ses larmes. « Me voir, me considérer comme autre chose qu'un meuble de bureau, ou vous n'avez jamais voulu que ça se passe comme ça ?» Il ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Dorian Lemaire semblait complètement désarçonné, incapable de trouver les mots justes. C'est à ce moment qu'Amélie Rousseau, la directrice des ressources humaines, fendit la foule et s'approcha d'eux avec un sourire crispé. « Mireille, monsieur le maire, » dit-elle d'une voix qui se voulait apaisante, mais qui trahissait son embarras. « Peut-être pourrions-nous continuer cette conversation dans un endroit plus privé ?» Mireille essuya ses joues d'un geste brusque et redressa les épaules. « Il n'y a rien à continuer, Madame Rousseau. Je pense que tout a été dit. » Elle se tourna vers Dorian, et l'espace d'un instant il vit dans ses yeux toute la tendresse qu'elle avait cachée pendant des années. Mais cette tendresse était maintenant mêlée d'une blessure si profonde qu'il en eut le souffle coupé. « Vous savez ce qui me fait le plus mal ?»
murmura-t-elle assez bas pour que lui seul puisse l'entendre. Ce n'est pas que vous ayez attendu 8 ans pour me le dire, c'est que vous ayez choisi de le faire devant tout le monde, comme si mon intimité, mes sentiments, ma dignité ne comptaient pas. Ces mots frappèrent Dorian avec la force d'une gifle. Il réalisa soudain l'égoïsme de son geste, l'impulsivité destructrice qui l'avait poussé à agir sans penser aux conséquences pour elle. « Mireille, je suis désolé, Mais elle s'éloignait déjà, se dirigeant vers la sortie d'un pas déterminé. Les invités s'écartaient sur son passage, certains chuchotant entre eux, d'autres la regardant avec compassion. Thomas Dubois, qui avait assisté à toute la scène depuis le bar, la rattrapa près de la porte. « Mireille, attends, dit-il doucement. Tu veux que je te raccompagne ?» Elle se tourna vers lui, reconnaissante pour cette gentillesse simple et désintéressée. « Merci, Thomas, mais ça ira. J'ai juste besoin d'air. Tu es sûr? Tu trembles ?» Elle baissa les yeux sur ses mains, effectivement agitées de tremblements qu'elle n'arrivait pas à contrôler. « Oui, ça va passer. »« Écoute, » dit Thomas en baissant la voix, « je ne sais pas ce qui se passe entre vous deux, mais ce que je sais, c'est que tu ne mérites pas d'être exposé comme ça. Si tu as besoin de parler, ou même juste de silence, ma femme et moi serons là. » Ces mots simples et sincères eurent raison des dernières défenses de Mireille. Elle éclata en sanglots, et Thomas la prit instinctivement dans ses bras comme il l'aurait fait pour sa propre sœur. Derrière eux, Dorian avait assisté à toute la scène. Voir Mireille se réfugier dans les bras d'un autre homme, même par simple amitié, réveilla en lui cette jalousie primitive qui l'avait poussé à agir plus tôt. Mais cette fois, il se força à rester immobile. Il n'avait plus le droit de s'approcher d'elle, plus maintenant. Amélie Rousseau posa une main sur son bras. « Monsieur le maire, peut-être devrions-nous… » « Non, » l'interrompit-il, sa voix redevenue froide et autoritaire. « Laissez-la partir, et que personne ne la dérange ce soir. » Il se tourna vers l'assemblée, qui continuait à les observer avec un intérêt non dissimulé. D'un geste sec, il rajusta sa cravate et reprit contenance. « Mesdames et messieurs, je vous prie d'excuser cet intermède. La soirée peut continuer. » Mais l'atmosphère avait changé du tout au tout. Les conversations reprirent, mais à voix basse, entrecoupées de regards furtifs vers l'endroit où s'était déroulée la scène. Dorian se dirigea vers le bar et commanda un whisky qu'il but d'un trait. Dehors, dans la fraîcheur de la nuit parisienne, Mireille inspirait profondément, essayant de calmer les battements erratiques de son cœur. Les lumières de la tour Eiffel scintillaient au loin, et elle se demanda comment une soirée qui avait commencé de façon si normale pouvait se transformer en cauchemar. Son téléphone vibra. Un message de Thomas. « Rentre bien. Demain est un autre jour. Un autre jour. Oui, demain, il faudrait qu'elle retourne au bureau, qu'elle regarde Dorian en face, qu'elle fasse comme si rien ne s'était passé. Mais comment faire semblant quand tout avait changé en l'espace de quelques mots? Elle héla un taxi et donna son adresse d'une voix encore tremblante. Pendant le trajet, elle ferma les yeux et essaya de ne penser à rien. Mais les mots de Dorian résonnaient encore dans sa tête, mêlés aux souvenirs de son regard bouleversé. « Je t'aime ». 3 mots qu'elle avait tant voulu entendre. 3 mots qui, maintenant qu'ils avaient été prononcés, lui faisaient plus mal qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Le réveil sonna à 6h30, comme chaque matin depuis 8 ans. Mireille ouvrit les yeux dans son petit appartement du 11e arrondissement et pendant quelques secondes bénies, elle avait presque oublié. Puis, la réalité la frappa avec la violence d'une lame de fond. Elle s'assit sur le bord de son lit, les jambes tremblantes. Sur sa table de nuit, son téléphone clignotait. 23 messages non lus. Elle n'osa pas les ouvrir. Pas encore. Sous la douche, elle laissa l'eau chaude couler sur son visage, mêlant ses larmes à la vapeur qui l'entourait. Comment allait-elle affronter cette journée? Comment regarder Dorian en face après ce qui s'était passé? À 8h15, elle poussa les portes de Technova Solutions avec 15 minutes de retard, du jamais vu. L'accueil habituel de Sandra, la réceptionniste, se transforma en un sourire gêné, accompagné d'un regard fuyant. « Bonjour Mireille », murmura-t-elle. « Monsieur le maire vous attend dans son bureau. » Mireille hocha la tête et se dirigea vers l'ascenseur, sentant peser sur elle les regards de ses collègues. Les conversations s'arrêtaient sur son passage, reprenant en chuchotement dès qu'elle s'éloignait. Au 40e étage, le silence était encore plus pesant. Le bureau de Dorian occupait tout l'angle sud-ouest, offrant une vue imprenable sur la Seine et Notre-Dame. Mireille s'arrêta devant la porte en verre dépoli, inspira profondément et frappa. « Entrez !» Sa voix était celle qu'elle connaissait, ferme, autoritaire, maîtrisée, comme si rien ne s'était passé. Dorian était debout face à la baie vitrée, les mains dans le dos.
Il portait un costume anthracite qui mettait en valeur sa silhouette élancée. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, pas une mèche ne dépassait, l'image même du contrôle. « Bonjour, monsieur le maire », dit-elle d'une voix qu'elle espérait ferme. Il se tourna lentement vers elle. Ses yeux gris étaient cernés comme s'il n'avait pas dormi, mais son expression restait indéchiffrable. « Mireille, asseyez-vous, s'il vous plaît. » Elle prit place dans le fauteuil face à son bureau, croisant les mains sur ses genoux pour cacher leur tremblement. Il s'installa en face d'elle, maintenant cette distance professionnelle qu'ils avaient toujours respectée. Le silence s'étira entre eux, lourd de tout ce qui n'était pas dit. Dorian la regardait avec cette intensité qu'elle lui découvrait depuis la veille, mais il semblait lutter contre quelque chose. « Ce qui s'est passé hier soir, » commença-t-il, puis s'arrêta, passant une main sur son visage. « Ce qui s'est passé ne doit plus jamais se reproduire. » Mireille sentit son cœur se serrer. « Je vois. Vous êtes une excellente assistante, Mireille. Votre travail est irréprochable, votre dévouement exemplaire. Je ne voudrais pas que mes émotions mal placées viennent compromettre notre collaboration professionnelle. » « Vos émotions mal placées, » répéta-t-elle lentement, goûtant l'amertume de ses mots. « Exactement. » Il se redressa dans son fauteuil, redevenant le PDG froid et distant qu'elle connaissait. Ce qui s'est passé était un moment d'égarement. Le stress, la fatigue, peut-être un verre de champagne de trop, rien de plus. Chaque mot était un coup de poignard. Mireille serrait ses mains si fort que ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes. « Donc, vous niez avoir dit ce que vous avez dit ?» Un muscle tressauta sur la joue de Dorian. « Je ne nie rien. Je remets les choses dans leur contexte. Vous êtes mon assistante, je suis votre employeur. Nous devons maintenir une relation strictement professionnelle. »« Strictement professionnelle » murmura-t-elle, et il y avait dans sa voix une tristesse si profonde que Dorian détourna le regard. « J'ai pris la liberté de faire savoir à tous les employés que toute rumeur ou commentaire concernant les événements d'hier serait considéré comme du harcèlement et donnerait lieu à des sanctions, » dit-il en reprenant contenance. « Votre réputation est protégée. »« Ma réputation ?» Elle eut un rire sans joie, comme c'est prévenant de votre part. « Mireille, je... »« Non !» Elle se leva brusquement, ses yeux brillants de larmes contenues. « Non, vous avez raison, restons professionnels. » Elle se dirigea vers la porte, mais la voix de Dorian l'arrêta. « Votre planning de la journée est sur votre bureau. La réunion avec les Japonais est décalée à 14 heures et j'ai besoin que vous prépariez le dossier Morrison pour demain matin. » Elle se figea, la main sur la poignée. Il parlait comme si de rien n'était, comme si elle n'était effectivement que son assistante, rien de plus, comme si les 8 dernières années n'avaient été qu'un malentendu de sa part. « Bien, monsieur le maire, » répondit-elle d'une voix blanche. Elle sortit et referma la porte derrière elle, s'appuyant contre le battant pour reprendre son souffle. À son bureau, ce bureau qu'elle occupait depuis si longtemps qu'il était devenu une extension d'elle-même, l'attendait effectivement une pile de dossiers et son planning minutieusement organisé, comme tous les matins depuis 8 ans, comme si rien n'avait changé. Elle s'assit mécaniquement et alluma son ordinateur. Les emails s'affichèrent un à un. Confirmation de rendez-vous, rapports à traiter, demandes urgentes. Sa vie d'avant, intacte, qui l'attendait sagement. Mais à 10h30, alors qu'elle révisait le contrat Morrison, sa concentration fut brisée par des éclats de voix dans le bureau de Dorian. Elle reconnut la voix d'Amélie Rousseau, la DRH, et celle de Philippe Moreau, le vice-président. « Situation devient ingérable, Dorian. Les rumeurs vont bon train, les journalistes ont déjà appelé 3 fois ce matin. »« Les journalistes ?» La voix de Dorian était tendue. Quelqu'un a mis la vidéo en ligne. Ça fait le tour des réseaux sociaux depuis ce matin. Jackham Say Love Story est en trending topic. Mireille sentit le sang se retirer de son visage. Une vidéo. Quelqu'un avait filmé la scène et l'avait diffusée. « Il faut faire quelque chose, » continuait Philippe. « Le conseil d'administration va être sur le pied de guerre. Vous savez comme ils sont tatillons sur l'image de l'entreprise. »« Que suggérez-vous » demanda Dorian d'une voix glaciale. « Mireille Valois doit partir. Mutation, licenciement économique, démission, peu importe. Mais elle ne peut plus travailler ici. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Mireille retenait son souffle, attendant la réponse de Dorian. Allait-il la défendre? Allait-il dire que c'était hors de question? « Vous avez raison, » dit-il enfin. « Préparez les documents. Je lui parlerai moi-même. » Ces mots frappèrent Mireille comme une sentence. Elle se leva précipitamment, ramassa ses affaires personnelles dans le tiroir de son bureau, si peu de choses finalement, après 8 années, et se dirigea vers l'ascenseur. Elle ne pouvait pas rester 1 minute de plus. Elle ne pouvait pas le laisser l'humilier davantage en la renvoyant comme une employée indésirable. Arrivée au rez-de-chaussée, elle croisa Thomas qui sortait d'une réunion. « Mireille, tout va bien.
Tu as l'air... Je démissionne, dit-elle simplement, lui tendant un papier qu'elle venait de griffonner dans l'ascenseur. Peux-tu remettre ça à monsieur le maire? Thomas prit le papier, stupéfait. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle lui sourit, un sourire triste, mais libérateur. Je reprends ma vie en main, Thomas. C'est tout. Et pour la première fois depuis des années, en sortant de ce building où elle avait laissé tant d'elle-même, Mireille Valois se sentit libre. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Mireille avait franchi pour la dernière fois les portes de Technova Solutions. 3 semaines de liberté qu'elle n'avait pas connues depuis ses années d'université. Ce matin de novembre, elle se promenait dans le jardin du Luxembourg, un café fumant à la main, observant les enfants qui couraient entre les arbres aux feuilles dorées. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas d'horaires à respecter, de réunions à organiser, de planning à optimiser. Cette sensation était à la fois enivrante et terrifiante. Son téléphone vibra. Un message de sa sœur Camille, qui vivait à Lyon avec ses jumeaux de 6 ans. « Comment vas-tu, ma belle? Les garçons demandent quand tu viens nous voir. Et moi, je m'inquiète. Tu es sûre que tout va bien ?» Mireille sourit et tapa sa réponse. « Mieux que jamais. J'arrive samedi, comme promis. Bisous au monstre. » C'était la vérité. Malgré l'incertitude financière, ses économies lui permettaient de tenir encore 2 mois. Elle se sentait plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des années. Fini les costumes stricts, les chignons impeccables, les sourires de convenance. Elle portait aujourd'hui un jean délavé, des bottines confortables et un pull en cachemire couleur prune qui faisait ressortir la couleur de ses yeux. En traversant la place Saint-Sulpice, son attention fut attirée par une affiche colorée collée sur un panneau municipal. L'Étoile des Petits, association d'aide à la lecture pour les enfants en difficulté, recherche bénévole. Elle s'arrêta pour lire le reste. L'association organisait des ateliers de lecture dans les quartiers défavorisés de la banlieue parisienne, aidait les enfants en décrochage scolaire à retrouver le goût des livres. Une adresse dans le 19e arrondissement était mentionnée. Sans vraiment savoir pourquoi, Mireille nota l'adresse dans son téléphone. 2 jours plus tard, elle poussait la porte d'un petit local situé près du parc de la Villette. L'endroit respirait la chaleur humaine, murs colorés couverts de dessins d'enfants, bibliothèque improvisée avec des étagères dépareillées, coussins éparpillés sur un tapis usé mais propre. « Bonjour, vous cherchez quelque chose ?» Mireille se tourna vers une femme d'une 40aine d'années, cheveux bouclés attachés en queue de cheval, tablier couvert de taches de peinture. Son sourire était franc, immédiat. « Bonjour, j'ai vu votre affiche pour les bénévoles. Je voudrais savoir en quoi consiste exactement votre travail. »« Ah, parfait !» s'exclama la femme en essuyant ses mains sur son tablier. « Je suis Claire Fontaine, la coordinatrice de l'Étoile des Petits. Vous tombez bien, j'allais justement préparer le planning de la semaine prochaine. » Elle guida Mireille vers un petit bureau encombré de dossiers colorés. « Nous avons plusieurs programmes. Des ateliers lecture le mercredi après-midi pour les enfants de 6 à 12 ans, un programme d'aide aux devoirs pour les collégiens. Et depuis peu, nous organisons aussi des sorties culturelles. Et vous cherchez des bénévoles pour... » « Tout, rit Claire. Nous sommes une petite structure. Nous fonctionnons essentiellement grâce aux bonnes volontés. Vous avez une expérience avec les enfants ?» Mireille secoua la tête. « Aucune, professionnellement parlant. Mais j'ai des neveux et... » Elle hésita. « J'ai travaillé pendant 8 ans dans l'organisation, la coordination de projets. Pas avec des enfants, mais... » « L'organisation ?» Claire se redressa, soudain très intéressée. « Vous savez, c'est exactement ce qui nous manque. Nous avons plein d'idées, beaucoup de motivation, mais côté organisation, elle désigna le chaos organisé qui régnait autour d'elle. Disons que ce n'est pas notre point fort. » Elles passèrent l'heure suivante à discuter des projets de l'association. Claire lui expliqua les difficultés, manque de financement, problèmes de logistique pour les sorties, coordination compliquée entre les différents bénévoles. À mesure qu'elle parlait, Mireille sentait quelque chose s'éveiller en elle. Ces problèmes, elle savait les résoudre. Elle avait passé 8 ans à organiser des événements autrement plus complexes. « Vous savez quoi ?» dit Claire en la raccompagnant vers la sortie. « Nous avons notre grande sortie annuelle dans 3 semaines. Nous emmenons 50 enfants au château de Versailles. C'est toujours un peu le chaos, mais ils adorent. Si ça vous tente de nous donner un coup de main pour l'organiser, vous seriez la bienvenue. »« J'aimerais beaucoup, » répondit Mireille sans hésitation. Le soir même, installée à sa petite table de cuisine, elle étudiait les documents que Claire lui avait confiés. Planning bancal, autorisation manquante, transport mal coordonné. Elle sortit son ordinateur portable et commença à créer des tableaux, à réorganiser les informations, à contacter les prestataires. Pour la première fois depuis des semaines,
Elle travailla jusqu'à tard dans la nuit. Mais ce n'était plus le travail méticuleux et froid de Technova. C'était quelque chose qui avait du sens, qui servait à quelque chose d'important. Le mercredi suivant, elle se présenta à l'Étoile des Petits pour son premier atelier. Claire l'avait mise en binôme avec Martine, une institutrice à la retraite qui animait le groupe des 8-10 ans. « Alors les enfants, aujourd'hui nous avons une nouvelle animatrice », annonça Martine. « Mireille va nous aider à préparer notre sortie au château. » 8 petits visages se tournèrent vers elle avec curiosité. Il y avait Amara, une petite fille aux nattes impeccables, qui parlait à peine français. Kevin, un garçon turbulent aux yeux vifs qui cachait sa timidité derrière des bravades. Sarah, qui dévorait tous les livres qu'on lui donnait. « Bonjour tout le monde !» dit Mireille en s'asseyant en tailleur sur le tapis, au même niveau qu'eux. « Alors qui peut me raconter ce qu'il sait sur les châteaux ?» Les mains se levèrent immédiatement, et bientôt elle fut submergée par un flot d'histoires, mélangées de princesses, de dragons et de trésors cachés. Elle les écoutait avec attention, posant des questions, rebondissant sur leurs idées. « Eh, vous savez que le château de Versailles était tellement grand que le roi s'y perdait parfois ?» demanda-t-elle. « C'est vrai ?» s'exclama Kevin, oubliant de faire le dur. « Tout à fait, il y a plus de 700 pièces. Imaginez un peu, c'est comme si votre maison avait 700 chambres. » Les yeux brillaient d'émerveillement. Amara leva timidement la main. « Madame Mireille, on pourra voir la chambre du roi. »« Bien sûr, Amara. » « Et même ces jardins qui sont encore plus beaux que des jardins de contes de fées. » Quand l'atelier se termina, les enfants ne voulaient plus partir. Ils s'accrochaient à elle, lui demandaient quand elle reviendrait, si elle serait là pour la sortie au château. « Alors ?» demanda Claire en la voyant ressortir, les cheveux légèrement ébouriffés et un sourire béat sur le visage. C'était... Mireille chercha ses mots. C'était merveilleux. Complètement différent de tout ce que j'ai pu connaître, mais merveilleux. Ils vous ont adopté, on dirait. Kevin m'a dit que vous étiez trop bien. Venant de lui, c'est un compliment extraordinaire. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Mireille réalisa qu'elle n'avait pas pensé une seule fois à Dorian de toute la journée. Pour la première fois depuis 3 semaines, elle s'endormit sans se demander ce qu'il faisait, sans ressentir cette douleur sourde au creux de l'estomac. Elle avait trouvé sa voie, ou plutôt sa voie l'avait trouvée. Le lendemain matin, elle envoya un email à Claire. « J'aimerais m'investir plus dans l'association. Auriez-vous un poste à mi-temps à me proposer? Je peux commencer dès la semaine prochaine. » La réponse arriva dans l'heure. « Mireille, vous êtes un cadeau du ciel. Bienvenue dans l'équipe. » Et pour la première fois depuis très très longtemps, Mireille Valois se sentit exactement là où elle devait être. Dorian Lemaire fixait l'écran de son ordinateur depuis 20 minutes, sans voir les chiffres qui défilaient devant ses yeux. Le rapport trimestriel qu'il était censé analyser restait flou, les colonnes de données se mélangeant en un brouillard incompréhensible. 3 semaines. 3 semaines que Mireille était partie, et il découvrait chaque jour un peu plus à quel point elle était devenue indispensable à sa vie. Pas seulement professionnellement, bien que sa nouvelle assistante, Valérie, efficace pourtant, ne parvenait pas à anticiper ses besoins comme Mireille le faisait instinctivement. Non, c'était plus profond que cela, plus déstabilisant. Il ne dormait plus. Les nuits s'étiraient, peuplées de regrets et de questions sans réponse. Combien de fois avait-il décroché son téléphone pour l'appeler? Combien de fois avait-il commencé à écrire un message qu'il n'envoyait jamais? Un coup discret à la porte l'arracha à ses pensées moroses. « Entrez !» Valérie passa la tête par l'entrebâillement. « Monsieur le maire, vous avez la visioconférence avec Tokyo dans 5 minutes. Dois-je décaler ?» Il regarda sa montre. 14h55. Comment était-ce possible? Il avait l'impression que la matinée venait de commencer. « Non, non, ça va. Connectez-moi. » Valérie hocha la tête et se retira. Quelques instants plus tard, les visages souriants de ses partenaires japonais apparurent sur l'écran mural. Dorian se força à sourire, à jouer son rôle de dirigeant confiant et maîtrisé. Mais au bout de 10 minutes, M. Tanaka l'interrompit pollement. « Excusez-moi, le maire San, mais vous semblez distrait aujourd'hui. Peut-être préférez-vous que nous reportions cette réunion ?» Dorian réalisa qu'il venait de donner la même réponse à 2 questions différentes, et que ses interlocuteurs le regardaient avec une inquiétude polie. « Je vous présente mes excuses, messieurs. Reportons effectivement. Valérie vous recontactera pour fixer un nouveau créneau. » Une fois l'écran éteint, il se laissa aller contre son fauteuil, passant les mains sur son visage. Qu'est-ce qui lui arrivait? Il était Dorian Lemaire, PDG d'une des entreprises technologiques les plus prospères d'Europe. Il ne pouvait pas se laisser déstabiliser par le départ d'une employée, même si cet employé était Mireille. Son téléphone sonna. Philippe Moreau, son vice-président. « Dorian, il faut qu'on parle. Tu peux me recevoir ? Entre. »
Philippe pénétra dans le bureau, l'air soucieux. Il s'installa face à Dorian sans y être invité, signe que la conversation serait sérieuse. « Qu'est-ce qui se passe, mon vieux? Tu n'es plus le même depuis 3 semaines, les équipes s'inquiètent, les clients posent des questions. Je vais très bien. Non, tu ne vas pas bien du tout. » Philippe se pencha vers lui. « Écoute, je sais que cette histoire avec Mireille Valois t'a secoué, mais ne prononce pas son nom, » l'interrompit Dorian d'une voix tranchante. « Ah, d'accord. Nous y voilà. » Philippe croisa les bras. « Dorian, tu es mon ami depuis 15 ans. Je t'ai vu traverser le divorce avec Isabelle, la mort de ton père, le krach de 2008. Jamais je ne t'ai vu dans un état pareil. » Dorian se leva brusquement et se dirigea vers la baie vitrée. Paris s'étendait sous ses pieds, grouillant de vie, indifférent à son chaos intérieur. « Elle me manque, » murmura-t-il si bas que Philippe dut tendre l'oreille. « Bon sang, Philippe, elle me manque à un point que je n'aurais jamais imaginé possible. Alors pourquoi tu l'as laissée partir ?» Dorian se tourna vers son ami, et Philippe fut frappé par la douleur qu'il lut dans ses yeux. « Parce que je suis un lâche, parce que j'ai eu peur de ce que je ressentais, peur de perdre le contrôle, peur de... » Il s'interrompit, cherchant ses mots. « Tu sais ce que m'a dit Isabelle le jour de notre divorce ?» Philippe secoua la tête. « Que j'étais incapable d'aimer vraiment, que j'étais trop égoïste, trop centré sur moi-même pour jamais laisser quelqu'un d'autre prendre de la place dans ma vie. » Il eut un rire amer. Elle avait raison. Avec Mireille, j'ai enfin compris ce que c'était que d'aimer quelqu'un plus que soi-même, et ça m'a terrifié. Et maintenant ? Maintenant, il est trop tard. J'ai tout gâché. Je l'ai humilié publiquement. Je l'ai nié. Je l'ai laissé partir sans me battre. Philippe l'observa un moment en silence. « Tu sais où elle est ?» Dorian secoua la tête. « J'ai demandé à Valérie de vérifier discrètement si elle avait trouvé un autre poste. Rien. Elle semble avoir disparu du monde professionnel parisien. Et tu n'as pas pensé à, je ne sais pas, l'appeler directement? Pour lui dire quoi? Que j'ai mis 3 semaines à réaliser que je suis amoureux d'elle? Qu'après l'avoir traitée comme une moins que rien, je voudrais qu'elle me pardonne ?» Dorian retourna s'asseoir lourdement. « Non, Philippe, j'ai eu ma chance. Je l'ai gâchée. » Un silence s'installa entre les deux hommes. Finalement, Philippe se leva. « Tu sais, Dorian, parfois on mérite une seconde chance. Mais seulement si on est prêt à tout changer pour la mériter. » Une fois seul, Dorian sortit son téléphone et fit défiler ses contacts jusqu'à trouver le nom qu'il cherchait. Mireille Valois. Son pouce survola l'écran. Il n'avait qu'à appuyer, qu'à composer ce numéro qu'il connaissait par cœur. Mais que lui dirait-il? Comment s'excuser pour tant d'années d'aveuglement, pour tant de souffrances causées? Il reposa le téléphone sur son bureau et retourna à ses rapports. Mais les chiffres dansaient toujours devant ses yeux, remplacés par le souvenir du sourire de Mireille, de ses yeux brillants de larmes ce fameux soir, de sa dignité quand elle avait quitté le bureau pour la dernière fois. Ce soir-là, au lieu de rentrer dans son appartement du 16e arrondissement, Dorian se retrouva à errer dans les rues de Paris. Ses pas le menèrent, sans qu'il s'en aperçoive, vers le quartier où habitait Mireille. Il connaissait son adresse. Combien de fois avait-il envoyé des coursiers chez elle pour récupérer des dossiers oubliés? Il se posta de l'autre côté de la rue, face à son immeuble, comme un adolescent transi d'amour. Les fenêtres du 3e étage étaient éteintes. Était-elle sortie? Dormait-elle? Était-elle avec quelqu'un d'autre? Cette dernière pensée lui fit l'effet d'un coup de poing. Bien sûr qu'elle pourrait rencontrer quelqu'un d'autre. Une femme comme Mireille, intelligente, belle, sensible. Il serait même étonnant qu'elle reste seule longtemps. Il resta là 1 heure, peut-être 2, espérant apercevoir sa silhouette derrière les rideaux tirés. Mais rien ne bougea, et finalement, transi de froid et de honte, il rentra chez lui. Le lendemain matin, il prit une décision. Il appela un détective privé, un homme discret qu'il avait déjà utilisé pour des affaires d'entreprise. « Je veux que vous retrouviez quelqu'un, discrètement, juste pour savoir où elle en est, ce qu'elle fait. »« Bien sûr, monsieur le maire. De qui s'agit-il » Dorian hésita une seconde, puis donna le nom de Mireille et toutes les informations qu'il possédait sur elle. Il raccrocha en se détestant. Était-ce cela qu'il était devenu? Un homme qui faisait espionner la femme qu'il aimait? Mais il devait savoir. Il devait s'assurer qu'elle allait bien, qu'elle était heureuse. Et peut-être, si elle allait bien, pourrait-il enfin commencer à aller mieux lui aussi? Le rapport du détective arriva un jeudi matin pluvieux de décembre. Dorian le lut 3 fois, avant d'en saisir totalement le contenu. Mireille Valois, ancienne assistante de direction, travaillait désormais à mi-temps pour une association d'aide à la lecture dans le 19e arrondissement, l'Étoile des Petits, dirigée par une certaine Claire Fontaine. Elle donnait des cours aux enfants, organisait des sorties éducatives, gérait la logistique des activités.
Selon les informations recueillies, elle semblait épanouie et investie dans son nouveau travail. Le détective avait joint quelques photos prises à distance. Mireille sortant du local de l'association, un sourire radieux aux lèvres, entourée d'enfants qui se disputaient pour lui tenir la main. Dorian contempla longuement ces images. Sur l'une d'elles, elle riait aux éclats à quelque chose qu'un petit garçon venait de lui dire. Il ne l'avait jamais vue rire ainsi, pas une fois en 8 ans. Cette constatation lui fit l'effet d'un coup de poignard. Le samedi suivant, incapable de résister plus longtemps, il se rendit dans le 19e arrondissement. Il gara sa Aston Martin plusieurs rues plus loin. Le véhicule aurait détonné dans ce quartier populaire et marcha jusqu'à l'adresse indiquée dans le rapport. L'association occupait un petit local coincé entre une boulangerie et un salon de coiffure. La vitrine était décorée de dessins d'enfants représentant des livres ouverts aux pages colorées. Une affiche annonçait « Atelier conte de Noël, samedi 14h-17h, ouvert à tous les enfants du quartier ». Dorian s'installa à la terrasse du café d'en face, commanda un expresso qu'il ne but pas et attendit. À 13h45, il la vit arriver. Elle portait un manteau bordeaux qu'il ne lui connaissait pas. Ses cheveux flottaient librement sur ses épaules au lieu d'être tirés en chignon strict. Elle avait les bras chargés de sacs qui semblaient contenir des livres et du matériel de bricolage. Quand elle poussa la porte de l'association, un chœur de Mireille s'éleva de l'intérieur. Pendant les 3 heures qui suivirent, Dorian observa le balai incessant des enfants qui entraient et sortaient du local. Parfois, il apercevait Mireille à travers la vitre, assise en tailleur au milieu d'un cercle de petits visages attentifs, un livre ouvert dans les mains. Elle gesticulait en racontant, faisait des voix différentes pour les personnages, et les enfants étaient suspendus à ses lèvres. À un moment, elle sortit sur le trottoir avec une petite fille qui pleurait. Elle s'accroupit à sa hauteur, essuya ses larmes avec douceur, lui chuchota quelque chose à l'oreille qui la fit sourire. Puis elle la prit dans ses bras et la ramena à l'intérieur. Cette tendresse naturelle, cette capacité à consoler, à rassurer, Dorian réalisa qu'il n'en avait jamais bénéficié. Pendant 8 ans, Mireille avait été efficace, prévenante, mais jamais tendre. Il ne l'avait jamais laissé l'être. Vers 17h30, l'animation cessa. Claire Fontaine sortit la première, suivie de 2 autres bénévoles. Puis, ce fut le tour de Mireille. Elle verrouilla la porte, salua ses collègues et commença à s'éloigner dans la direction opposée au café. Sans réfléchir, Dorian se leva et lui emboîta le pas, gardant une distance respectueuse. Elle marchait d'un pas léger, s'arrêtant parfois devant les vitrines des petits commerces, saluant visiblement certains commerçants qui la connaissaient déjà. Elle entra dans une librairie spécialisée dans les livres pour enfants. Dorian attendit quelques minutes avant de s'approcher de la vitrine. Il la vit discuter avec animation avec la libraire, feuilletant plusieurs ouvrages, en sélectionnant certains. Elle payait avec sa propre carte bancaire, pas celle de l'association. Quand elle ressortit, les bras chargés d'un nouveau sac de livres, elle faillit le heurter. Pendant une seconde terrifiante, leurs regards se croisèrent. Dorian sentit son cœur s'arrêter. Allait-elle le reconnaître, l'apostropher? Mais Mireille ne le voyait pas vraiment. Son regard glissa sur lui comme sur un étranger, et elle continua sa route. Pour elle, il n'était qu'un passant anonyme parmi d'autres. Cette indifférence lui fit plus mal que de la colère ou de la haine. Il la suivit encore jusqu'à l'arrêt de métro, où elle disparut dans les profondeurs de la station. Seul sur le trottoir, Dorian réalisa l'absurdité de son comportement. Il était en train de harceler la femme qu'il prétendait aimer, de l'espionner comme un vulgaire stalker. Les semaines suivantes prirent un rythme routinier et malsain. Chaque samedi, Dorian trouvait une excuse pour se rendre dans le quartier. Il variait les cafés et les horaires, les angles d'observation, mais il venait toujours. Il la vit organiser une kermesse pour récolter des fonds, maquillée en fée et distribuant des bonbons aux enfants déguisés. Il la vit consoler une mère inquiète pour les résultats scolaires de son fils. Il la vit rester tard le soir pour préparer une exposition de dessins d'enfants dans la vitrine. À chaque observation, le même constat s'imposait. Mireille rayonnait. Elle avait trouvé sa place, son purpose, sa joie de vivre, sans lui. Un samedi de janvier particulièrement froid, il la vit sortir de l'association en compagnie d'un homme qu'il ne connaissait pas. La quarantaine, barbe soignée, sourire chaleureux. Ils riaient ensemble, complices. L'homme posa naturellement sa main sur l'épaule de Mireille, pour la guider vers un café. Dorian sentit une jalousie féroce lui tordre l'estomac. Qui était cet homme? Un collègue? Un ami? Quelque chose de plus? Il les suivit jusqu'au café, s'installa à une table d'où il pouvait les observer. Ils commandèrent des chocolats chauds, parlaient avec animation.
Mireille avait ce sourire détendu qu'il ne lui avait jamais vu, cette façon de rejeter la tête en arrière quand elle riait vraiment. L'homme, il apprendrait plus tard qu'il s'agissait de Julien Moreau, instituteur et bénévole à l'Étoile des Petits, la regardait avec une évidente admiration. Pas de la convoitise, pas du désir possessif, mais une admiration respectueuse et tendre. Quand ils se séparèrent devant le café, l'homme embrassa chastement Mireille sur les 2 joues, mais sa main s'attarda sur sa taille. Elle ne recula pas. Cette nuit-là, Dorian ne dormit pas. Il arpentait son appartement luxueux, se servant verre de whisky sur verre de whisky, ressassant inlassablement la même question. Avait-il définitivement perdu Mireille? Le lundi matin, il prit une décision drastique. Il appela son secrétaire particulier. « Antoine, je veux que vous organisiez une donation importante à une association du 19e arrondissement. L'Étoile des Petits. Montant, 50 000 €. Anonyme, bien sûr. Très bien, monsieur le maire. Dois-je préciser la raison de cette donation ?» Dorian hésita. Dites que c'est pour soutenir l'excellent travail qu'ils font auprès des enfants en difficulté. Une fois la communication terminée, il se demanda si ce geste était généreux ou désespéré. Était-ce sa façon à lui de veiller sur Mireille à distance, de s'assurer qu'elle ait les moyens de continuer ce qui la rendait heureuse, ou était-ce simplement une manière pathétique de rester connecté à sa vie, même indirectement? Il n'avait pas de réponse. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il ne supportait plus cette distance, cette séparation. Il fallait qu'il trouve le courage de l'approcher, de lui parler, mais pas encore. Pas avant d'être sûr de pouvoir lui dire exactement les mots qu'elle méritait d'entendre. 50 000 €. Claire Fontaine agitait le chèque d'une main tremblante, ses yeux brillants d'incrédulité. « Mireille, tu te rends compte? 50 000 € de donation anonyme. » Mireille leva les yeux du planning qu'elle était en train d'organiser pour les vacances de février. Depuis 3 mois qu'elle travaillait à l'Étoile des Petits, elle avait transformé le petit local en véritable centre d'activité structuré. Les dossiers étaient classés, les budgets équilibrés, les partenariats avec les écoles locales officialisés. « C'est incroyable », murmura-t-elle en prenant le chèque. « Qui peut faire une donation pareille? Aucune idée. Le courrier est arrivé ce matin avec juste un mot expliquant que le donateur souhaite soutenir notre travail auprès des enfants en difficulté. Pas de nom, pas d'adresse de retour. » Martine, qui préparait l'atelier de l'après-midi, se joignit à leur excitation. « Avec ça, on va pouvoir refaire la peinture, acheter de nouveaux livres, peut-être même louer un minibus pour les sorties, et engager quelqu'un à plein temps, » ajouta Claire, en regardant significativement Mireille. « Qu'est-ce que tu en dis? Tu accepterais un poste permanent ?» Le cœur de Mireille se serra d'émotion. Un CDI, la sécurité financière, et surtout, la certitude de pouvoir continuer ce travail qui lui apportait tant de satisfaction. Bien sûr, c'est un rêve qui se réalise. Elles passèrent le reste de la matinée à échafauder des projets, à rêver d'expansion possible. Pour la première fois depuis des mois, l'avenir de l'association semblait assuré. L'après-midi, pendant que Mireille animait son atelier avec les 8-12 ans, Julien Moreau passa voir Claire pour finaliser l'organisation de la sortie au musée d'Orsay prévue pour la semaine suivante. « Alors, c'est 50 000 €, c'est du sérieux ?» demanda-t-il en s'installant devant un café que Claire venait de lui préparer. « Tout à fait. Le chèque est authentique. J'ai appelé la banque. C'est providentiel, tu ne trouves pas ?» Juste au moment où on commençait à avoir des difficultés financières, Julien hocha la tête, mais quelque chose dans son expression trahissait une préoccupation. Il observait Mireille à travers la cloison vitrée qui séparait le bureau de la salle d'activité. « Claire, je peux te poser une question indiscrète. Vas-y. Mireille, elle t'a parlé de son ancien travail. » Claire réfléchit. « Pas vraiment. Je sais qu'elle était assistante dans une grande entreprise, qu'elle a eu des problèmes avec son patron et qu'elle a préféré démissionner. Pourquoi? J'ai fait quelques recherches sur Internet hier soir. » Julien sembla hésiter. « Tu sais, cette histoire qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux il y a quelques mois? Ce PDG qui a déclaré son amour à son assistante en public ?» Claire fronça les sourcils. « Vaguement, oui. Une histoire sordide, il me semble. Sordide peut-être, mais je crois que Mireille était cette assistante. » Le visage de Claire se figea. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Julien sortit son téléphone et fit défiler plusieurs articles. J'ai reconnu son nom dans un des articles. Mireille Valois, assistante de Dorian Lemaire, PDG de Technova Solutions. Les dates correspondent, et ça expliquerait pourquoi elle a quitté le monde de l'entreprise si brutalement. Claire prit le téléphone et lut rapidement les articles. Son expression s'assombrit progressivement. Mon Dieu, cette pauvre fille, se faire humilier ainsi publiquement, et par son patron en plus. Ce qui m'inquiète, continua Julien, c'est cette donation anonyme.
50 000 €, ce n'est pas anodin. Et le timing est suspect. Mireille travaille ici depuis 3 mois et soudain nous recevons une somme pareille. Les implications de ce qu'il suggérait commencèrent à faire leur chemin dans l'esprit de Claire. Tu penses que ça pourrait venir de lui, de son ancien patron? C'est une possibilité qu'on ne peut pas ignorer. Dorian Lemaire est milliardaire. 50 000 € représentent des cacahuètes pour lui. Et s'il essayait je ne sais pas, de se racheter, de veiller sur elle à distance? Claire se sentit soudain mal à l'aise. Si c'était le cas, accepter cet argent reviendrait à exposer Mireille à une nouvelle forme de harcèlement, même bien intentionné. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda-t-elle. « On ne dit rien à Mireille pour l'instant, mais on surveille. Si d'autres donations arrivent, si on remarque quoi que ce soit de suspect… » Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Mireille, qui avait terminé son atelier. « Julien, je ne savais pas que tu passais aujourd'hui. » Son sourire était chaleureux, spontané. « Tu restes pour l'atelier bricolage de 16 heures ? Malheureusement, je ne peux pas aujourd'hui, mais j'aurais une proposition à te faire pour ce week-end. » Claire les observa discrètement. En 3 mois, Julien et Mireille avaient développé une amitié solide, faite de respect mutuel et de passion partagée pour leur travail avec les enfants. Mais Claire voyait bien que les sentiments de Julien évoluaient vers quelque chose de plus profond. « Il y a une exposition sur l'art et l'enfance au Petit Palais, » continua Julien. « Je me disais que ça pourrait nous donner des idées pour nos ateliers créatifs. Tu serais intéressé ?» Mireille hésita une seconde. C'était la première fois qu'ils envisageaient de se voir en dehors du contexte associatif. « Oui, pourquoi pas? C'est une excellente idée. »« Parfait. Samedi après-midi, ça te va? » »« C'est parfait. » Quand Julien partit, Claire vit Mireille ranger ses affaires avec un petit sourire aux lèvres. Pour la première fois depuis qu'elle la connaissait, elle semblait envisager l'idée de s'ouvrir à nouveau à quelqu'un. « Il te plaît, n'est-ce pas ?» demanda Claire avec douceur. Mireille rougit légèrement. « Julien est très gentil et très passionné par son travail. C'est rafraîchissant de rencontrer quelqu'un qui partage les mêmes valeurs. » Mais Claire avait perçu une hésitation. Mireille s'assit sur une des petites chaises colorées destinées aux enfants, soudain pensive. « J'ai peur, Claire. Peur de me tromper encore, peur de souffrir. La dernière fois que j'ai eu des sentiments pour quelqu'un, ça s'est très mal terminé. Tu veux en parler ?» Mireille secoua la tête. « Pas maintenant, peut-être un jour. Tout ce que je peux dire, c'est que j'avais donné mon cœur à quelqu'un qui n'en voulait pas, ou qui ne savait pas quoi en faire. Et Julien? Julien est différent. Avec lui, je me sens en sécurité, respecté, comme si mes sentiments avaient de la valeur. » Claire hocha la tête, mais les révélations de Julien continuaient à la tracasser. Si ses soupçons étaient fondés, Mireille était-elle vraiment libre de recommencer sa vie? Ou son passé continuerait-il à la hanter à travers des gestes apparemment bienveillants, mais potentiellement intrusifs? Ce soir-là, seule dans son petit appartement, Mireille préparait ses cours du lendemain tout en pensant à sa conversation avec Claire. Julien lui plaisait, c'était indéniable. Il était tout ce que lui n'avait jamais été. Attentionné sans être possessif, passionné sans être obsédé par le contrôle, tendre sans chercher à dominer. Avec Julien, elle pourrait peut-être apprendre à aimer à nouveau, sainement, équitablement, réciproquement. Elle regarda par la fenêtre les lumières de Paris, qui scintillaient dans la nuit. Quelque part dans cette ville, Dorian Lemaire continuait probablement sa vie de milliardaire sans se soucier des dégâts qu'il avait causés dans la sienne. Ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Car à ce moment précis, à quelques kilomètres de là, Dorian Lemaire était assis dans son bureau fixant une photo de Mireille, riant avec des enfants, se demandant s'il aurait un jour le courage de lui demander pardon. Et surtout, s'il méritait d'être pardonné. Le Petit Palais baignait dans la lumière dorée de ce samedi après-midi de février. Mireille et Julien déambulaient lentement entre les œuvres exposées, leur conversation ponctuée de silences complices. L'exposition L'enfance en couleurs présentait des toiles où des artistes avaient capturé l'innocence et la joie pure des premiers âges. « Regarde celle-ci » murmura Julien, en s'arrêtant devant une toile de Mary Cassatt, représentant une mère lisant une histoire à sa fille. C'est exactement ce que nous essayons de faire à l'association, non? Créer ces moments de connexion magique entre l'enfant et les mots. Mireille observa le tableau avec attention. La tendresse dans les gestes, la concentration silencieuse de l'enfant, cette bulle d'intimité et de transmission, c'est beau, dit-elle doucement. Quand je vois nos petits le mercredi, leurs yeux qui s'illuminent à la première phrase d'un conte, j'ai l'impression de toucher à quelque chose d'essentiel, comme si on leur offrait plus que des histoires. Nous leur offrons la possibilité de rêver,
compléta Julien. De croire que le monde peut être plus beau que ce qu'ils voient parfois autour d'eux. Ils continuèrent leur visite, et Mireille réalisa qu'elle n'avait pas pensé à son ancienne vie depuis des heures. Avec Julien, le temps prenait une autre dimension, plus lente, plus douce, plus authentique. Au café du musée, ils s'installèrent près d'une grande baie vitrée donnant sur les Invalides. Julien commanda un thé, Mireille un chocolat chaud. Un choix qui la ramena fugacement 8 mois en arrière, à cette époque où elle organisait méticuleusement les pauses café d'un homme qui ne la voyait pas. « Tu es ailleurs », observa Julien avec douceur. « Quelque chose ne va pas ?» Mireille secoua la tête, chassant ses souvenirs importuns. « Non, tout va bien. Je pensais juste à avant, à ma vie d'avant. » Julien hésita. Claire lui avait fait promettre de ne rien révéler de ce qu'il avait découvert, mais voir Mireille soudain assombrie lui serrait le cœur. « Tu sais, Mireille, si tu as besoin de parler de cette période difficile que tu as traversée, je suis là pour t'écouter, sans jugement. » Elle le regarda avec surprise. Il y avait quelque chose dans son ton qui suggérait qu'il en savait plus qu'il ne le laissait paraître. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Julien prit une inspiration profonde. « J'ai peut-être fait quelque chose d'indiscret. J'ai cherché ton nom sur Internet et j'ai trouvé des articles sur ce qui s'est passé avec ton ancien employeur. » Le visage de Mireille se vida de ses couleurs. Elle posa sa tasse avec des mains soudain tremblantes. « Je vois. » Sa voix était devenue glaciale. « Alors tu sais, je sais que tu as vécu quelque chose de très douloureux. Et je veux que tu saches que ça ne change absolument rien à ce que je ressens pour toi. »« Ce que tu ressens pour moi » répéta-t-elle, comme si elle découvrait cette possibilité. Julien tendit la main vers la sienne avec une délicatesse infinie. « Mireille, ces derniers mois, apprendre à te connaître a été... J'ai des sentiments pour toi, des sentiments sincères. » Elle ne retira pas sa main, mais ses yeux se remplirent de larmes. « Julien, tu ne comprends pas. Ce qui s'est passé, la façon dont j'ai été exposé, humilié. Je ne sais même pas si je suis capable d'aimer à nouveau normalement. »« Et qu'est-ce que ça veut dire aimer normalement ?» demanda-t-il avec un sourire triste. « L'amour, c'est accepter l'autre avec ses blessures, ses peurs, ses doutes. Je ne te demande pas d'oublier ton passé, Mireille. Je te demande juste de me laisser une chance de te prouver que tous les hommes ne sont pas comme lui. » Pendant ce temps, à quelques tables de là, dissimulé derrière un journal qu'il ne lisait pas, Dorian Lemaire assistait à toute la scène. Il avait suivi Mireille depuis l'Étoile des Petits, incapable de résister à cette compulsion maladive qui le poussait à l'observer. Voir Julien prendre la main de Mireille, voir les larmes dans ses yeux, entendre les bribes de leur conversation. Chaque mot était un supplice. Mais ce qui le torturait le plus, c'était l'expression du visage de Mireille, cette vulnérabilité, cette confiance naissante qu'elle accordait à cet homme. Quand Julien prononça les mots « Tous les hommes ne sont pas comme lui », Dorian sentit quelque chose se briser définitivement en lui. Il était, lui, le salaud qui avait détruit la capacité d'aimer de cette femme extraordinaire. Mireille se pencha vers Julien et pour un instant terrible, Dorian crut qu'elle allait l'embrasser. Mais elle se contenta de poser sa main libre sur la joue de Julien dans un geste d'une tendresse infinie. « Tu es quelqu'un de bien, Julien. Trop bien pour moi, peut-être. Laisse-moi en juger, » murmura-t-il. « Donne-nous une chance. Donne-toi une chance. » Dorian ne pouvait plus supporter cette scène. Il se leva brusquement, faisant tomber sa chaise, et sortit précipitamment du café. Plusieurs personnes se retournèrent, y compris Mireille et Julien. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» demanda Julien en regardant vers la sortie. Mireille fronça les sourcils. L'homme qui venait de partir lui rappelait vaguement quelqu'un, mais elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Quelque chose dans sa silhouette, sa démarche. « Je ne sais pas », murmura-t-elle, troublée. Dehors, Dorian marchait rapidement vers sa voiture, les mains tremblantes, le souffle court. Il ne pouvait plus continuer ainsi. Cette surveillance obsessionnelle, ces donations anonymes, cette façon pathétique de tourner autour de la vie de Mireille sans oser l'affronter, il était en train de devenir fou. Dans sa voiture, il composa le numéro de Philippe Moreau. « Philippe, j'ai besoin de te parler. Maintenant. »« Dorian, où es-tu ? Tu as une voix bizarre. Peu importe. Retrouve-moi chez moi dans 1 heure et apporte une bouteille de whisky. J'ai l'impression que je vais en avoir besoin. » 1 heure plus tard, Philippe trouvait Dorian affalé dans son canapé de cuir, encore vêtu de son manteau, le regard perdu dans le vide. « Bon sang, Dorian, qu'est-ce qui t'arrive ? » « Je suis en train de la perdre définitivement, Philippe. Elle a rencontré quelqu'un d'autre. » Philippe s'assit en face de son ami et le regarda avec compassion. « Tu l'espionnais encore, c'est ça ?» Dorian hocha la tête, honteux. « Je sais que c'est maladif, mais je ne peux pas m'en empêcher.
J'ai besoin de savoir qu'elle va bien, de la voir sourire, même si ce n'est pas avec moi. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai vu un homme lui dire qu'il l'aimait, un homme bien, qui la respecte, qui la comprend. Tout ce que je n'ai jamais su être avec elle. Philippe servit 2 verres de whisky et en tendit un à Dorian. Tu sais ce que je vais te dire, n'est-ce pas? Que je dois la laisser tranquille. Que si je l'aime vraiment, je dois accepter qu'elle soit heureuse avec quelqu'un d'autre. Exactement. Dorian vida son verre d'un trait. Le problème, Philippe, c'est que j'ai peur. Peur que si je la laisse partir définitivement, je ne retrouve jamais cette intensité, cette façon qu'elle avait de me rendre meilleur sans même s'en rendre compte. Alors dis-le lui. Quoi? Dis-le lui. Arrête de la surveiller comme un malade mental. Arrête ces donations anonymes pathétiques et va lui parler. En face. Comme un homme. Dorian regarda son ami, interloqué. Et lui dire quoi? Excuse-moi de t'avoir humilié, de t'avoir nié, de t'avoir fait du mal pendant des années. Pourquoi pas? Au moins elle saura. Et toi, tu pourras commencer à guérir. Parce que là, mon vieux, tu es en train de te détruire. Cette nuit-là, Dorian resta éveillé jusqu'à l'aube, tournant et retournant les mots de Philippe dans sa tête. Avait-il le droit de réapparaître dans la vie de Mireille, de bouleverser cette sérénité qu'elle avait trouvée, mais avait-il le droit de ne pas le faire, de continuer à vivre avec le poids de tout ce qui n'avait jamais été dit? Au petit matin, il avait pris sa décision. Il était temps d'affronter Mireille. Il était temps d'affronter la vérité. Le mercredi suivant, Mireille quittait l'Étoile des Petits vers 18h30, comme tous les soirs. Les enfants de l'atelier du soir venaient de partir et elle avait passé la dernière heure à ranger les livres et à préparer les activités du lendemain. La routine apaisante qui rythmait désormais sa vie. Elle pensait à Julien qui avait proposé de l'emmener dîner le vendredi soir, leur première vraie sortie en tête-à-tête, loin du contexte associatif. L'idée la terrifiait autant qu'elle l'enchantait. Depuis samedi, elle ne cessait de repenser à leurs mains entrelacées, à la sincérité dans ses yeux quand il avait parlé de ses sentiments. Peut-être était-il temps de laisser une chance au bonheur. Peut-être était-elle enfin prête à tourner définitivement la page. Elle sortit du local et verrouilla la porte, saluant Madame Dupont, la boulangère, qui fermait également sa boutique. Le quartier prenait ses habitudes du soir, les lumières s'allumaient aux fenêtres, les familles se rassemblaient pour les dîners. C'est en arrivant à l'arrêt de bus qu'elle le vit. Dorian Lemaire se tenait là, appuyé contre un réverbère, les mains dans les poches de son long manteau noir. 8 mois après leur dernière confrontation, il était exactement tel qu'elle se le rappelait. Élégant, imposant, magnétique et terrifiant. Le temps sembla s'arrêter. Les bruits de la rue s'estompèrent. Il n'y avait plus que 2, séparés par 3 mètres de trottoir et des mois de silence. « Mireille », dit-il simplement, sa voix portant malgré le vacarme de la circulation. Elle sentit ses jambes se dérober sous elle, mais parvint à rester debout. Sa première impulsion fut de fuir, de traverser la rue, de disparaître dans la bouche de métro la plus proche. Mais quelque chose dans l'expression de Dorian l'en empêcha. Il n'y avait plus cette arrogance froide qu'elle lui connaissait. Juste une immense lassitude, et quelque chose qui ressemblait à de la peur. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda-t-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. « Il faut que je te parle. Nous n'avons rien à nous dire. » Elle fit un pas vers l'arrêt de bus, mais il s'avança. « S'il te plaît, Mireille, 5 minutes. C'est tout ce que je demande. » 5 minutes? Elle se tourna vers lui, et il fut frappé par la colère froide qu'il lut dans ses yeux. « Vous croyez que 5 minutes suffisent à effacer 8 mois de silence? 8 années d'invisibilité? Non, dit-il doucement. Je sais que rien ne pourra jamais effacer ce que j'ai fait, mais j'ai des choses à te dire, des choses que tu mérites d'entendre. » Un bus arriva. Mireille regarda la porte s'ouvrir, les passagers monter. Elle aurait pu y monter aussi, disparaître, continuer sa vie comme si cette rencontre n'avait jamais eu lieu. Au lieu de cela, elle laissa le bus repartir sans elle. « 5 minutes, dit-elle sèchement. Pas une de plus. » Il y avait un petit square à quelques rues de là. Ils s'y dirigèrent en silence, leurs pas résonnant sur le trottoir humide. Mireille gardait ses distances, refusant de marcher à côté de lui. Dans le square, ils s'assirent sur un banc, laissant un espace prudent entre eux. Les réverbères commençaient à s'allumer, projetant des ombres dansantes sur les allées désertes. « Tu es heureuse ici, » dit-il enfin. Ce n'était pas une question. « Comment le savez-vous » Il ferma les yeux comme s'il s'apprêtait à avouer un crime. « Parce que je t'observe depuis des mois. Je sais où tu travailles, ce que tu fais, avec qui tu passes tes soirées. » Mireille se figea, glacée d'horreur. « Vous m'espionnez ?»« Je ne trouve pas d'excuse à ce comportement, » dit-il rapidement. « C'est malsain, c'est obsessionnel, c'est... »
Il chercha ses mots. C'est l'action d'un homme qui est devenu fou depuis que tu es parti. Mon Dieu, murmura-t-elle, portant une main à sa bouche. Depuis combien de temps? Depuis le début, depuis que tu as démissionné. Il se tourna vers elle, et elle vit que ses yeux brillaient de larmes contenues. Mireille, je sais que ce que je vais te dire ne changera rien, mais il faut que tu saches. La donation anonyme à ton association, c'est moi. Le monde de Mireille bascula. 50 000 €. C'était vous? J'ai voulu t'aider. À distance, sans t'imposer ma présence. C'était ma façon pathétique de prendre soin de toi sans te faire de mal. Sans me faire de mal? Elle se leva brusquement, arpentant devant le banc. Vous vous rendez compte de ce que vous me dites? Que vous contrôlez ma vie depuis des mois? Que même là où je croyais être libre, vous étiez présent? Ce n'était pas dans l'intention de te contrôler. Alors quoi? Explosa-t-elle. C'était quoi l'intention? Me garder sous surveillance? Vous assurer que la petite Mireille ne faisait pas de bêtises? Dorian se leva aussi, désespéré. L'intention, c'était de m'assurer que tu étais heureuse, de savoir que tu allais bien, que tu ne manquais de rien. Pourquoi? Cria-t-elle, les larmes ruisselant maintenant sur ses joues. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas pendant ces 8 années où j'étais là sous votre nez, à vous servir comme une ombre? Pourquoi maintenant que j'ai enfin réussi à me reconstruire? C'était la question qu'il redoutait le plus, celle qui l'obligeait à plonger au plus profond de lui-même. Parce que, dit-il, sa voix se brisant, parce que ce n'est qu'en te perdant que j'ai compris à quel point je t'aimais. Le silence retomba entre eux. Mireille s'était arrêtée de marcher, figée par ces mots qu'elle avait tant voulu entendre autrefois. Tu étais tellement parfaite, continua-t-il dans un souffle, tellement efficace, tellement présente. Je pensais que tu faisais partie des meubles, que tu serais toujours là. Je ne me rendais pas compte que derrière cette perfection professionnelle, il y avait une femme qui souffrait, qui espérait, qui méritait tellement mieux que l'indifférence que je lui offrais. Et cette fameuse soirée? Demanda-t-elle, sa voix tremblante. Cette déclaration publique? C'était quoi ça, un accès de folie? C'était de la jalousie, avoua-t-il, honteux. Te voir rire avec Thomas, te voir épanoui avec quelqu'un d'autre, ça m'a rendu fou. J'ai réalisé que je risquais de te perdre et j'ai paniqué. Alors vous m'avez humilié devant tout le monde. Alors je t'ai humilié devant tout le monde, répéta-t-il comme une confession. Et le lendemain, quand j'ai vu la douleur dans tes yeux, quand j'ai réalisé l'égoïsme de mon geste, j'ai eu peur, peur de ces sentiments que je ne contrôlais plus, peur de ce que ça impliquait de t'aimer vraiment. Mireille le regardait avec une expression qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. Colère, tristesse, déception, tout s'y mêlait. Alors vous avez choisi de me nier, de faire comme si rien ne s'était passé. J'ai choisi de te protéger de moi, parce que je savais que je n'étais pas l'homme que tu méritais, que je ne saurais jamais t'aimer comme il fallait. Et maintenant, sa voix était à peine audible. Pourquoi maintenant? Dorian prit une inspiration tremblante. Parce que je t'ai vu avec lui. Ce Julien, je l'ai vu te regarder avec respect, avec tendresse. Je l'ai vu te traiter comme tu mérites d'être traité. Il marqua une pause. Et j'ai compris que si je ne te disais pas la vérité maintenant, je passerais le reste de ma vie à regretter mon silence. Mais qu'est-ce que vous attendez de moi, Dorian? Demanda-t-elle épuisée. Que je vous pardonne? Que je revienne? Que j'oublie ces 8 mois où j'ai enfin appris ce que c'était que d'être heureuse? J'attends. Il s'arrêta, cherchant ses mots. Je n'attends rien, Mireille. Je ne mérite rien. Je voulais juste que tu saches que ces mots que j'ai prononcés ce soir-là, ils étaient vrais, maladroits, égoïstes, mais vrais. Il fit un pas vers elle, puis s'arrêta, respectant la distance qu'elle avait instaurée entre eux. Je t'aime, Mireille. Je t'aime d'un amour que je ne savais même pas possible. Et même si tu choisis de continuer ta vie sans moi, ce que je comprendrais parfaitement, je voulais que tu le saches. Que tu saches que ces 8 années n'étaient pas vides pour moi. Qu'elles étaient remplies de ta présence, même si j'étais trop aveugle pour m'en apercevoir. Mireille ferma les yeux, submergée par l'émotion. Une partie d'elle, celle qu'il avait aimée en silence pendant si longtemps, voulait se jeter dans ses bras. Mais une autre partie, celle qui avait appris à se respecter, à se protéger, résistait. « Il est trop tard, Dorian », murmura-t-elle enfin. « Trop de mal a été fait, trop de temps a passé. » Il hocha la tête, acceptant ce verdict qu'il redoutait, mais qu'il s'était préparé à entendre. « Je sais, je le sais. » Il recula d'un pas. « Je vais arrêter, Mireille. Les surveillances, les donations, tout. Tu auras la paix que tu mérites. » Il se dirigea vers la sortie du square, puis se retourna une dernière fois. « Sois heureuse, Mireille. C'est tout ce que je veux désormais. Que tu sois heureuse. » Et il disparut dans la nuit, laissant Mireille seule avec ses larmes et le poids écrasant de tout ce qui venait d'être dit. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette soirée dans le square.
3 mois pendant lesquels Mireille avait tenté de reprendre le cours normal de sa vie. Mais les mots de Dorian résonnaient encore dans sa tête, comme un écho persistant. Elle était assise dans son bureau de l'Étoile des Petits, préparant l'événement du 10e anniversaire de l'association, prévu pour le lendemain. 10 années d'existence, et grâce à cette mystérieuse donation, qu'elle savait maintenant provenir de Dorian, ils avaient pu développer leur programme au-delà de leurs rêves les plus fous. Un nouveau local plus grand, des sorties régulières, une bibliothèque entière, et surtout, la certitude d'aider chaque année une centaine d'enfants à retrouver le goût de la lecture et des études. Julien frappa à la porte avant d'entrer, 2 cafés à la main. « Comment va notre organisatrice en chef ?» demanda-t-il avec ce sourire tendre qu'elle appréciait tant. Depuis 3 mois, leur relation avait évolué doucement, respectueusement. Julien ne forçait rien, acceptait ses silences soudains, ses moments d'absence. Il semblait comprendre qu'une partie d'elle restait inaccessible, et il patientait. Stressé, avoua-t-elle en acceptant le café. 150 invités demain, 3 ministres, le maire. J'espère que tout se passera bien. Tout se passera parfaitement. Tu as tout prévu dans les moindres détails. Il s'assit en face d'elle. Mireille, il faut que je te dise quelque chose. Le ton sérieux de Julien l'alerta immédiatement. Quoi? J'ai reçu un appel ce matin. Quelqu'un souhaite faire un don important à l'association. Très important. Le cœur de Mireille se serra. Qui? Dorian le maire. Elle pâlit instantanément. Qu'est-ce qu'il veut? D'après ce que j'ai compris, il souhaite créer une fondation dédiée à l'éducation des enfants défavorisés. L'Étoile des Petits serait l'association pilote, avec un budget annuel de 500 000 €. 500 000! Elle se leva brusquement, renversant presque son café. Non, absolument pas. Mireille réfléchit. Avec une somme pareille, nous pourrions... Julien, tu ne comprends pas. Elle se tourna vers lui, les yeux brillants de colère et de douleur. Il recommence. Il essaie encore de contrôler ma vie à distance, de s'acheter une bonne conscience avec son argent. Peut-être, ou peut-être que c'est sa façon de te prouver qu'il a changé. Ces mots la frappèrent comme une gifle. Te prouver qu'il a changé? Julien, de quel côté es-tu? Il se leva et vint vers elle, posant doucement ses mains sur ses épaules. Je suis de ton côté, Mireille, toujours. Mais je suis aussi du côté de ces enfants qui pourraient bénéficier de cette aide. Et il hésita. Et je me demande si tu ne mérites pas d'entendre ce qu'il a à dire. J'ai déjà entendu. En décembre. Tu t'en souviens? Je me souviens d'un homme qui reconnaissait ses erreurs et acceptait de te perdre. Ce n'est pas rien, Mireille. Elle se dégagea de son étreinte, troublée par les mots de Julien. Pourquoi tu dis ça? Tu veux que je le revoie? Julien la regarda longuement avant de répondre. Je veux que tu sois heureuse, vraiment heureuse. Et parfois, j'ai l'impression qu'une partie de toi reste prisonnière de cette histoire non résolue. Cette conversation tourna en boucle dans la tête de Mireille toute la soirée. Était-ce vrai? Était-elle vraiment prisonnière de son passé avec Dorian? Le lendemain, jour J de l'anniversaire de l'Étoile des Petits, elle arriva tôt pour superviser les derniers préparatifs. Le local avait été transformé. Guirlandes colorées, exposition des dessins d'enfants, buffet préparé par les parents bénévoles. L'atmosphère était festive, chaleureuse. Les invités commencèrent à arriver vers 14 heures. Familles du quartier, bénévoles, partenaires institutionnels. Mireille évoluait entre les groupes, s'assurant que tout se déroulait bien, souriant aux enfants qui couraient entre les adultes. C'est vers 15 heures qu'elle le vit. Dorian se tenait près de l'entrée, visiblement mal à l'aise dans ce contexte si éloigné de son univers habituel. Il ne portait pas de costume, mais un simple jean et une chemise blanche. Ses cheveux étaient moins impeccablement coiffés et il semblait avoir maigri. Leurs regards se croisèrent à travers la salle bondée. Cette fois, il ne détourna pas les yeux. Il ne s'avança pas non plus, respectant la distance qu'elle avait imposée. Claire Fontaine, qui avait remarqué l'échange de regards, s'approcha de Mireille. « C'est lui, n'est-ce pas? Dorian le maire. » Mireille hocha la tête, incapable de détacher ses yeux de cette silhouette qui avait hanté ses rêves pendant des années. « Il est venu seul, » observa Claire. « Sans garde du corps, sans cortège, juste lui. Qu'est-ce qu'il fait ici? » « Je l'ai invité, » avoua Claire. « Après l'appel de ce matin pour la fondation, j'ai pensé que vous devriez vous parler. Officiellement, cette fois. » Mireille se sentit trahie. « Claire, tu n'avais pas le droit. »« Regarde-le, Mireille. » Claire désigna discrètement Dorian qui observait maintenant un groupe d'enfants en train de dessiner. « Regarde comme il les regarde. Ce n'est pas le regard d'un homme qui cherche à s'acheter une bonne conscience. C'est le regard de quelqu'un qui comprend enfin ce qui compte vraiment. » Effectivement, Dorian contemplait la scène avec une expression que Mireille ne lui avait jamais vue.
une sorte d'émerveillement mêlé de regret, comme s'il découvrait un monde qu'il avait ignoré toute sa vie. Petit Kevin, le garçon turbulent du mercredi, s'était approché de lui et tirait sur sa chemise. « Monsieur, monsieur, tu veux voir mon dessin ?» Dorian s'accroupit à la hauteur de l'enfant, examinant sérieusement le gribouillis coloré que Kevin brandissait fièrement. « C'est magnifique, dit-il sincèrement. Qu'est-ce que c'est? C'est ma maison. Et là, c'est ma maman. Et là, c'est Mireille qui me lit des histoires. » À la mention de son nom, Dorian leva les yeux vers Mireille. Leurs regards se croisèrent à nouveau. Et cette fois, elle y lut une émotion si pure, si intense, qu'elle sentit ses défenses s'effriter. « Dis, monsieur, » continua Kevin, « tu connais Mireille. Elle est super gentille. Elle connaît plein d'histoires de dragons et de princesses. »« Oui, » murmura Dorian sans quitter Mireille des yeux, « je la connais. Et tu as raison, elle est extraordinaire. » Kevin repartit en courant montrer son dessin à d'autres invités, laissant Dorian seul. Il se releva lentement, hésita un instant, puis commença à traverser la salle en direction de Mireille. Julien, qui observait la scène depuis le buffet, vint discrètement se placer à côté de Mireille. « Tu veux que je reste ?» demanda-t-il à voix basse. Mireille regarda cet homme bon qu'il aimait avec tant de patience, puis Dorian qui s'approchait, visiblement ému par ce qu'il venait de vivre. « Non, » dit-elle doucement, « je crois qu'il faut que je l'entende. » Julien hocha la tête et s'éloigna, non sans avoir posé une main rassurante sur son épaule. Dorian s'arrêta à 1 mètre d'elle, gardant cette distance respectueuse qu'il semblait avoir appris à maintenir. « Merci de me laisser venir, » dit-il simplement. « Je n'étais pas au courant de votre invitation. Je sais, Claire m'a dit qu'elle ne t'en avait pas parlé. Si tu préfères que je parte, non. » Le mot était sorti malgré elle. « Restez, mais dites-moi pourquoi vous êtes vraiment ici. » Dorian regarda autour d'eux, les enfants qui riaient, les familles heureuses, l'atmosphère de joie pure qui régnait dans ce petit local. « Parce que j'ai enfin compris ce que tu avais trouvé ici. Ce pourquoi tu rayonnais comme jamais je ne t'avais vu rayonner. » Il marqua une pause. « Et parce que j'ai réalisé que si je voulais mériter ne serait-ce qu'une minute de ton temps, il fallait que je change. Vraiment. La fondation, c'est ça, changer? La fondation, c'est un début. Mais ce n'est pas tout. » Il prit une inspiration profonde. « Mireille, j'ai quitté Technova. » Elle le regarda stupéfaite. « Quoi? » « J'ai vendu mes parts à Philippe. J'ai gardé juste assez pour vivre confortablement et j'ai consacré le reste à cette fondation. Je veux aider des associations comme la vôtre. Je veux que mon argent serve enfin à quelque chose d'utile. Mais pourquoi? Votre entreprise, c'était toute votre vie. »« Non, » dit-il en la regardant droit dans les yeux. « Toi, tu étais toute ma vie. Je l'ai juste compris trop tard. » Ces mots résonnèrent dans le cœur de Mireille comme un écho de tous ses rêves d'autrefois. Mais elle avait appris à se méfier des belles paroles. « Qu'est-ce que vous voulez de moi, Dorian ?»« Une chance, dit-il simplement. Une chance de te prouver que l'homme qui t'a fait tant de mal peut devenir l'homme que tu mérites. Et si je ne peux pas vous la donner, cette chance ?» Il sourit tristement. « Alors j'accepterai ta décision. Mais cette fois, je la respecterai vraiment. Plus d'espionnage, plus de manipulation déguisée en générosité. Juste l'espoir que tu sois heureuse, avec ou sans moi. » Autour d'eux, la fête continuait. Kevin était revenu et tirait maintenant sur la robe de Mireille. « Mireille, tu viens voir? Julien a apporté sa guitare, il va chanter. » Elle regarda l'enfant, puis Julien qui s'installait dans un coin avec son instrument, puis Dorian qui attendait sa réponse avec une patience qu'elle ne lui avait jamais connue. « Dorian, » dit-elle enfin, « vous m'avez fait énormément de mal, et je ne suis pas sûre de pouvoir vous pardonner complètement. » Il hocha la tête, acceptant cette vérité difficile. « Mais, » continua-t-elle, « je vois bien que vous avez changé. Vraiment changé. Et peut-être que... » Elle chercha ses mots. « Peut-être que nous méritons tous les deux une seconde chance. Pas de reprendre là où nous nous sommes arrêtés, mais de recommencer, différemment. » L'espoir qui illumina le visage de Dorian était si intense qu'elle en eut le souffle coupé. « Tu veux dire... Je veux dire que si vous êtes prêt à me courser vraiment cette fois, à m'inviter à dîner, à faire connaissance avec moi, à découvrir qui je suis vraiment en dehors du bureau, alors peut-être que j'accepterai de vous donner cette chance. »« Mireille Valois, » dit-il en s'approchant d'un pas, les yeux brillants d'émotion, « accepteriez-vous de dîner avec moi, pas avec votre ancien patron, pas avec le PDG de Technova, mais avec Dorian le maire, l'homme qui vous aime et qui veut apprendre à mériter cet amour ?» Elle le regarda longuement, cet homme qui avait brisé son cœur et qui tentait maintenant de le réparer. Puis, elle sourit, d'un sourire qui illumina tout son visage. « Oui, Dorian. J'accepte. » Et tandis que la guitare de Julien entonnait une mélodie douce et que les enfants chantaient en chœur, Mireille et Dorian se sourirent,
comme s'ils se rencontraient pour la première fois. Parce qu'en un sens, c'était exactement ce qui était en train de se passer. Ils ne savaient pas si cette seconde chance aboutirait à l'amour qu'ils avaient manqué la première fois, mais ils savaient qu'ils allaient essayer, ensemble, cette fois, en égaux, et c'était déjà un commencement. Juin 2026. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les grandes fenêtres du nouveau centre éducatif, l'Étoile des Petits, installé maintenant dans un magnifique bâtiment rénové du 19e arrondissement. 3 étages dédiés entièrement à l'épanouissement des enfants, bibliothèque, salle d'activité, atelier créatif et même un petit théâtre. Mireille traversait le hall d'accueil, saluant au passage les bénévoles qui préparaient l'atelier du soir. Ses cheveux flottaient librement sur ses épaules et elle portait une robe légère couleur lavande qui la faisait rayonner. À 34 ans, elle avait cette assurance sereine de quelqu'un qui avait trouvé sa place dans le monde. « Mireille !» l'interpella Kevin, maintenant âgé de 12 ans et qui l'aidait parfois avec les plus petits. « Dorian est arrivé. Il est en train de réparer l'ordinateur de la salle informatique. » Elle sourit en entendant le prénom de Dorian dans la bouche de l'enfant. Plus de « Monsieur le maire », plus de distance artificielle. Juste Dorian, l'homme qui venait bénévolement 3 fois par semaine enseigner l'informatique aux adolescents du quartier. Elle le trouva effectivement à 4 pattes sous un bureau, démêlant des câbles avec une patience qu'elle ne lui aurait jamais soupçonnée autrefois. « Problème technique ?» demanda-t-elle en s'appuyant contre le chambranle de la porte. Dorian sortit de sous le bureau, ses cheveux ébouriffés, une trace de poussière sur la joue. Il avait abandonné ses costumes sur mesure pour des jeans et des chemises simples. À 42 ans, il semblait paradoxalement plus jeune, plus vivant. « Rien que je ne puisse résoudre, » dit-il en se relevant, un sourire aux lèvres. « Bonjour, mademoiselle la directrice. »« Monsieur le bénévole, » répondit-elle sur le même ton taquin. Il s'approcha d'elle et déposa un baiser léger sur ses lèvres, geste devenu naturel au fil de ces 2 années de reconstruction patiente. Leur histoire n'avait pas été un conte de fées. Les premiers mois avaient été difficiles, parsemés de doutes, de peurs, de moments où le passé ressurgissait comme une ombre entre eux. Mireille avait dû apprendre à faire confiance, Dorian à être vulnérable. Ils avaient recommencé par de longs dîners, où ils apprenaient à se connaître vraiment. Dorian découvrait que Mireille adorait les films de Truffaut, qu'elle collectionnait les éditions anciennes des contes de Perrault, qu'elle rêvait de voir les aurores boréales. Mireille découvrait que sous le masque du PDG implacable se cachait un homme passionné d'astronomie, qui savait cuisiner des pâtes parfaites et qui pleurait devant les parapluies de Cherbourg. « Comment s'est passé ton entretien avec les journalistes ?» demanda-t-il en rangeant ses outils. « Bien. L'article sur la Fondation Le Maire paraîtra dans Le Figaro la semaine prochaine. Ils sont impressionnés par les résultats. 15 associations soutenues, 3000 enfants aidés en 2 ans. Nos résultats, la corrigea-t-il. C'est notre travail, Mireille. Tu es autant responsable de cette réussite que moi. » C'était vrai. Mireille était devenue bien plus que la directrice de l'Étoile des Petits. Elle était maintenant la coordinatrice générale de toutes les associations soutenues par la Fondation Le Maire, mettant son expertise organisationnelle au service d'une cause qui lui tenait à cœur. « Au fait, » dit-elle en sortant une enveloppe de son sac, « nous avons reçu ça aujourd'hui. » Dorian prit l'enveloppe et reconnut immédiatement l'entête. « Mairie de Paris. » Il l'ouvrit et lut rapidement, ses yeux s'écarquillant progressivement. « Mireille. Il nous propose de reprendre la gestion de tous les centres de loisirs du 19e et 20e arrondissement, avec un budget annuel de 2 millions d'euros, confirma-t-elle, les yeux brillants d'excitation. « Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que c'est énorme et un peu terrifiant. » Il la regarda intensément. « Et toi ? Je pense que nous sommes prêts, que nous avons fait nos preuves et que ces enfants méritent qu'on prenne ce risque. » Il la prit dans ses bras, la faisant tournoyer dans la petite salle informatique. « Alors c'est oui ?» demanda-t-elle en riant. « C'est oui à tout, Mireille Valois. À ce projet, à cette vie, à nous. » Quand il la reposa, leur visage était tout proche. Dans ses yeux gris, elle lisait toujours cet amour intense qui l'avait tant bouleversé, mais tempéré maintenant par la maturité, le respect, la gratitude. « Dorian ? Oui, je t'aime. » Ces mots, elle les prononçait facilement maintenant, sans peur, sans arrière-pensée. Parce qu'elle savait qu'ils les méritaient tous les deux. « Moi aussi je t'aime. » répondit-il en caressant sa joue, plus que je n'aurais jamais cru possible d'aimer quelqu'un. Des éclats de voix dans le couloir les ramenèrent à la réalité. Les enfants de l'atelier du soir arrivaient, et bientôt le centre s'animerait à nouveau. « Il faut que j'y aille, » dit Mireille. « J'anime l'atelier compte avec les 6-8 ans. Et moi, j'ai promis aux ados de leur montrer comment créer un site web. À quelle heure on se retrouve ? 20 h, chez moi ?
Parfait. Je passerai prendre des sushis chez Tanaka. Ce quotidien partagé, fait de petits rituels et d'attentions simples, était peut-être ce qu'elle chérissait le plus dans leur nouvelle relation, cette normalité si longtemps espérée. En sortant de la salle informatique, elle croisa Claire qui discutait avec Julien près de l'accueil. L'instituteur était resté un ami précieux, et même s'il avait fallu quelques mois pour que les choses se stabilisent entre eux trois, il était maintenant le parrain bienveillant de leur histoire. « Julien, tu restes pour l'atelier » demanda Mireille. « Bien sûr, j'ai apporté ma nouvelle guitare, les enfants vont adorer. » Il marqua une pause, puis ajouta avec un sourire malicieux. « Et Camille sera là aussi. Elle vient donner un coup de main pour l'atelier artistique. » Camille Moreau, la cousine de Julien, était arrivée de Lyon 6 mois plus tôt pour un poste d'enseignante. Mireille avait remarqué les regards que s'échangeaient Julien et la jeune femme, et elle se réjouissait secrètement de cette possible renaissance amoureuse pour son amie. La soirée se déroula dans la joie habituelle. Mireille raconta l'histoire de La Belle et la Bête à un groupe de petits visages fascinés. Dorian initia les adolescents au mystère du codage HTML. Julien et Camille animèrent un atelier créatif où peinture et musique se mêlaient harmonieusement. Vers 20h30, alors que les derniers enfants partaient avec leurs parents, Mireille et Dorian se retrouvèrent seuls dans le centre qui retrouvait progressivement son calme. « Prêt à rentrer » demanda-t-il en enfilant sa veste. « Prête !» Ils sortirent ensemble dans la douceur du soir parisien. Le quartier avait changé en 2 ans. C'était embourgeoisé, mais gardait encore cette âme populaire qui faisait son charme. Ils marchèrent main dans la main jusqu'à l'appartement de Mireille, un 3 pièces lumineux qu'elle avait acheté grâce à son nouveau salaire. Dorian, lui, avait quitté son penthouse du 16e pour un appartement plus modeste mais plus chaleureux du 11e, à 10 minutes à pied de chez Mireille. Ils avaient choisi de garder leurs espaces personnels tout en construisant patiemment leur intimité. « Tu sais, » dit Mireille en ouvrant une bouteille de vin blanc pendant que Dorian dressait les sushis, « parfois j'ai l'impression de rêver. Cette vie, ce bonheur, c'est vraiment la nôtre ? C'est la nôtre, confirma-t-il en venant l'embrasser dans la nuque. Et nous l'avons mérité, tous les deux. Ils dînèrent en évoquant leurs projets pour la fondation, leurs rêves d'expansion, leur envie commune de faire toujours plus pour les enfants qui en avaient au besoin. Puis la conversation dériva vers leurs envies de voyage, ce week-end en Normandie qu'ils planifiaient, ces vacances en Islande qu'elle rêvait de faire. Vers minuit, alors qu'ils se préparaient pour la nuit, Dorian s'arrêta soudain devant la fenêtre de la chambre qui donnait sur les toits de Paris. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Mireille en le rejoignant. « Je pensais à nous, à ce chemin que nous avons parcouru. » Il passa un bras autour de sa taille. « Tu sais ce qui me frappe le plus ? Dis-moi. C'est que nous n'avons pas simplement réparé ce qui était cassé. Nous avons construit quelque chose de complètement nouveau, de meilleur. » Mireille se blottit contre lui, sentant la vérité profonde de ses mots. Ils n'étaient plus l'assistante effacée et le patron arrogant. Ils étaient la Mireille et Dorian, 2 êtres humains imparfaits qui avaient appris à s'aimer avec leurs blessures, leurs forces et leurs rêves communs. « Je t'aime, Dorian Lemaire », murmura-t-elle contre son épaule. « Et moi je t'aime, Mireille Valois, pour toujours. » Dehors, Paris continuait sa vie nocturne, indifférente aux petits miracles qui s'écrivaient dans ses appartements. Et dans le 11e arrondissement, 2 cœurs battaient enfin à l'unisson, réconciliés avec le passé, sereins face à l'avenir. Parce que l'amour, le vrai, celui qui dure, n'est pas celui qui naît dans l'évidence, c'est celui qui renaît dans le pardon. Fine. Après avoir lu l'histoire de Mireille et Dorian, une question demeure. Y a-t-il une limite de temps pour le pardon en amour ? Dorian a attendu 8 ans pour voir Mireille comme une femme, et 8 mois de plus pour avoir le courage de vraiment changer. Mireille avait-elle le droit de continuer sa vie avec Julien et de refuser cette seconde chance ? Si vous étiez Mireille, auriez-vous donné une seconde opportunité à quelqu'un qui vous a ignoré si longtemps, même en voyant un changement authentique ? Ou le véritable amour mérite-t-il toujours une chance de renaître, peu importe le temps écoulé ? Votre participation à la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail. Alors, partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.